Bien, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci à toutes les participantes et participants qui ont accepté d'assister à ce webinaire organisé par l'agence ST Agency dans le cadre de ces rendez-vous experts. Merci beaucoup donc aux personnes inscrites, mais merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui nous suivent en live, puisque cet événement est retransmis en direct sur la page LinkedIn de nos invités de Panacha et également retransmis en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc un événement qui, nous l'espérons en tout cas, aura une portée importante. Alors, il s'agit d'un nouveau média dans le cadre du lancement de l'agence ST Agency, d'un nouveau média qui vise périodiquement à traiter de sujets d'actualité et d'inviter des experts, des entreprises, des sachants qui viennent nous apporter leur expertise, leur expérience autour d'un sujet majeur. Et nous avons décidé pour ce premier webinaire organisé dans le cadre des rendez-vous experts, de traiter du sujet de la marketplace ou comment accroître votre business via la commande publique. Alors, un événement qui s'adresse, il est vrai, grandement aux entreprises, aux TPE, aux PME, aux entreprises françaises, à toutes celles et tous ceux qui veulent faire de la commande publique un levier de leur développement et qui cherchent actuellement et de plus en plus à la fois de l'accès, mais surtout de la simplification et de l'accélération de leur développement. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sébastien Topiac, je suis expert en achat public et fondateur de l'agence ST Agency. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouveau format Élodie Husson, donc fondatrice et directrice juridique de Panacha, qui interviendra tout à l'heure dans le cadre des questions des rendez-vous experts, et Jean Delagrave, qui est fondateur et président de Panacha. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. Alors, Merci à vous de nous en donner l'occasion. merci, merci Jean, merci Élodie. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran et surtout une présentation. Et cette présentation, nous l'avons voulu, active, dynamique, puisque nous allons vous demander de participer à cet événement en répondant à un certain nombre de questions. Et donc, je vous adresserai quelques mots sur ST Agency assez rapidement. Je veillerai à vous expliquer pourquoi j'ai choisi un webinaire sur ce thème de la marketplace dans un contexte complexe de l'achat public où l'on évoque beaucoup d'enjeux autour de la contrainte budgétaire, de la simplification ou encore de l'accès des TPE, PME et ETI françaises à la commande publique. On évoquera naturellement Panacha, qui est aujourd'hui une marketplace conçue pour les acheteurs publics et pour l'achat public. Et c'est pour ça que j'ai souhaité les inviter à cet événement. Donc, Élodie et Jean répondront à un certain nombre de questions que j'ai préparées pour eux. Et bien évidemment, nous répondrons aussi à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Et donc, on vous laissera naturellement pendant cet événement, via un chat, nous poser toutes les questions et je veillerai à en prendre un certain nombre et à interpeller nos invités dans ce cadre-là. Alors, c'est un webinaire, comme je disais, participatif. On va vous demander de répondre à un certain nombre de questions qui touchent au sujet de la marketplace. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur classpoint.app pour ceux qui le souhaitent et rentrer le code 75 480, ce qui vous permettra de participer activement à cet événement et de répondre aux questions que nous allons vous poser. Alors, quelques mots sur ST Agency, donc, que j'ai fondé il y a maintenant quelques semaines. Donc, c'est une agence de conseil dédiée à l'achat public, un peu plus de 25 ans d'expérience et d'expertise me concernant. Et donc, cette agence vise à accompagner les entreprises privées, les sociétés d'investissement, mais aussi les organisations publiques et établissements, États, collectivités territoriales ou encore établissements de santé, dans le cadre d'une réponse aux enjeux métiers, économiques, politiques, réputationnels ou encore réglementaire. Et donc, vous trouverez tout le détail sur l'agence et sur ses prestations sur notre site internet www.stagency.fr. Alors,
pourquoi ce webinaire, sujet peut-être aux questions que vous vous posez nombreuses et nombreux. Et ce qui est très important, c'est tout d'abord de commencer par vous poser une question et de savoir pourquoi, ou en tant qu'entreprise, est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'accès à la commande publique est difficile ou facile? C'est une question que l'on peut vous poser. Donc, on vous invite naturellement à y répondre au travers de ce petit mémo. Donc toutes les réponses sont bien sûr les bienvenues. Et donc on va laisser passer une petite minute pour que les personnes inscrites, mais aussi en live, qui souhaitent participer à ce webinaire, répondent à ces questions. Alors, vous ne semblez pas être très nombreux à utiliser cet outil, voilà, mais nous allons quand même laisser un peu de temps pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur ce sujet important. Et pour l'instant, nous avons 2 votes qui, en tout cas, expriment un oui parfois autour de ce sujet. Important parce que les entreprises, de manière générale, expriment souvent des difficultés à accéder à la commande publique, à accéder au marché public, voire parfois accéder au paiement public. Et nous verrons tout à l'heure que la marketplace peut représenter un élément important. Donc, on a un nom, donc ce qui est aussi une bonne chose. Donc, on va fermer cette première question. Et donc, on voit bien que majoritairement, alors sur un ratio relativement faible, vous me direz, mais majoritairement en tout cas, la question est posée autour de l'accès des entreprises à la commande publique. Et pourtant, le secteur public est un enjeu majeur pour toutes les entreprises pour plusieurs raisons. C'est un marché important et stable. On a vu que pendant la crise sanitaire, si la commande privée avait fortement diminué, la commande publique, amortisseur de crise en général, était restée relativement importante et avait pu soutenir l'activité de très nombreuses entreprises qui étaient en marché auprès de centrales d'achat notamment, ou auprès directement de donneurs d'ordre publics. C'est naturellement une diversification des sources de revenus dans un contexte où les délais de paiement, de manière générale, se sont quand même améliorés dans la commande publique, même s'il existe encore quelques diversités entre les différentes fonctions publiques. C'est une opportunité pour les TPE-PME, ça fait des années qu'on en parle, avec plus ou moins de facilité d'accès. C'est un secteur d'activité. Le public est ouvert à l'innovation et aux nouvelles technologies. On voit aujourd'hui pas mal d'appétence des organisations publiques et des établissements publics, notamment sur l'intelligence artificielle ou autres sujets autour de la data ou des objets connectés. La commande publique, il faut lui rendre hommage ici, il faut rendre ici hommage à tous les acheteurs publics, accélère sur les enjeux environnementaux et sociaux, et on voit bien que l'actualité dramatique en Espagne, par exemple, ou politique et géopolitique plus récente, nous pose quand même de plus en plus de questions et devra conduire les acheteurs publics à davantage intégrer dans leur choix des externalités positives, environnementales ou sociales, ce qui est d'ailleurs aussi un enjeu pour les marketplaces, et nous en parlerons tout à l'heure avec Jean, notamment lorsque nous évoquerons les enjeux de visibilité et de promotion des vendeurs au travers de la marketplace Panachat. Et puis, montée en puissance des enjeux de souveraineté. Probablement que l'achat public va s'orienter de gré ou de force vers un achat public plus local, plus français, plus européen, plus souverain. Et donc, naturellement, les entreprises françaises ou filiales de groupes en France ont tout intérêt à recourir à des véhicules de simplification et d'accélération. Alors, on connaît bien les centrales d'achat, c'est vrai, et j'en viens, notamment l'UGAP, qui aujourd'hui fait un travail remarquable sur ce sujet, mais d'autres centrales d'achat existent à l'échelle nationale, hospitalière ou régionale, et les marketplaces montent en puissance, nous y reviendrons, parce que elles jouent, ou certaines peuvent jouer un rôle de simplification et d'optimisation. Pourquoi? Parce que ça fait des années que l'on parle de l'accès des TPE à PME à la commande publique, c'est ce que j'appelle l'arlésienne. 99% des entreprises françaises sont des TPE-PME, elles représentent presque la moitié du PIB. Et pourtant, aujourd'hui, leur accès à la commande publique demeure difficile, et probablement qu'il faut voir dans la marketplace, par sa facilitation, par les flux qu'elle peut porter,
notamment sous le seuil des 40 000 euros et donc des marchés sans publicité ni mise en concurrence, la marketplace peut représenter un outil intéressant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, marketplace et marketplace, c'est le titre de cette diapositive. Alors, tout le monde parle de marketplace, alors souvent en citant des grands noms internationaux ou américains des marketplaces, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe de très très nombreuses marketplaces en France qui concernent principalement le secteur du B2B privés, des marketplaces dans le domaine du sourcing, des marketplaces dans le domaine de l'industrie, des marketplaces dans le domaine plus généraliste. On le voit avec certains acteurs qui ont d'ailleurs pour certains plus ou moins bien fonctionné, voire disparu d'ailleurs. Des marketplaces dans le domaine du transport. Donc on est en tant que citoyen et usager, on s'en rend compte, encerclé de marketplaces. Les grandes marques d'ailleurs de la distribution ont même créé leur propre marketplace. Et donc probablement que ce foisonnement d'acteurs a donné une image au marketplace pas toujours très positive, à la fois dans la qualité des entreprises et le côté vertueux des entreprises concernées, mais aussi sur la qualité des produits, principalement plus que des services d'ailleurs, des produits que ces marketplaces opéraient, considérant souvent que la marketplace était un véhicule entre un acheteur et un vendeur et jouait un rôle parfois discutable en matière de qualité des produits. Et nous y reviendrons parce que l'existence d'une marketplace dans le secteur public est étroitement liée à la fois à l'entreprise et à la qualité de l'entreprise et à sa pérennité. Nous en parlerons avec Panacha tout à l'heure, qui s'est positionné sur ce secteur spécifique de l'achat public, mais aussi à sa capacité à évaluer de manière continue et préalable les vendeurs, voire les produits qu'elles portent, non pas obligatoirement dans leur caractère comparatif, qualitatif ou prix, mais dans le caractère en tout cas déontologique, éthique, durable des solutions portées par la marketplace. Alors, la marketplace, on en parle beaucoup et on en parle beaucoup dans le domaine de l'achat public, et on va en parler de plus en plus parce que vous savez que la commande publique est un peu à la une en ce moment, à la une des médias, à la une de l'actualité. Hein. On l'a vu dans le Parisien, dans le Capital, sur BFM TV ou sur d'autres médias. La commande publique est toujours au plus haut niveau de l'actualité lorsque le sujet de la contrainte budgétaire revient de manière prégnante, et nous sommes dans cette situation. Et donc on peut s'interroger à juste titre sur le fait que la marketplace peut-elle ou non d'ailleurs jouer un rôle en matière de simplification et d'optimisation de l'achat public, non pas pour venir en concurrence obligatoirement d'autres opérateurs et notamment des centrales d'achat, mais pour apporter aux acheteurs publics peut-être cette réponse à la fois juridique, déontologique et économique qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir lorsque l'on est dans des marchés de gré à gré ou dans des achats, on va dire, sans publicité ni mise en concurrence, qui sont des achats sans vraiment de formalisme et probablement parfois qui éloignent les acheteurs de la performance économique, environnementale ou encore sociale. Alors, la marketplace, comme je vous disais, on y voit beaucoup de termes, beaucoup de sujets. Donc j'ai voulu vous interroger sur ce sujet. Donc vous allez pouvoir finalement nous donner quelques mots sur ce que vous imaginez, ce que vous pensez être aujourd'hui une marketplace. Donc on va se donner une petite minute de réponse, et donc vous pouvez soumettre jusqu'à 2 ou 3 mots pardon, je redémarre l'activité, je l'ai fermée. Vous allez pouvoir soumettre 2 ou 3 mots pendant une petite minute. À quoi vous fait penser le terme marketplace? C'est à vous. Site e-commerce, certains répondent. Business, est-ce que vous avez d'autres idées autour de... Vous pouvez proposer plusieurs mots
Alors, il y a naturellement le sujet économique, le sujet de plateforme. Est-ce que vous voyez d'autres termes? Marché, par exemple. Simplification. Quelques autres idées. On se donne encore 5 ou 6 secondes si vous voulez ajouter un ou deux mots à cette mise en concurrence. C'est intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre contribution. Donc, on retrouve, et on va évoquer cela dans quelques instants avec nos invités, on va retrouver le mot e-commerce, on va retrouver le mot développement économique, simplification, marché, et plateforme. On va revenir sur le sujet du lien étroit qu'il y a entre marketplace et plateforme. Alors, pour revenir sur la définition de la marketplace, alors aujourd'hui, ce qu'est une marketplace, c'est une place de marché, déjà en français. Alors vous me direz, c'est assez logique, c'est la traduction en français du terme marketplace, mais cette traduction est importante. Et quand on parle de place de marché ou de marché, on pense tout de suite à la relation entre, d'une part, des acheteurs, qui peuvent donc être des acheteurs publics, et d'autre part, des vendeurs. Le deuxième sujet qui définit la marketplace aujourd'hui, c'est la notion de plateforme digitale d'e-commerce. Toutes les marketplaces aujourd'hui opèrent sous forme d'un site d'e-commerce, donc qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs et d'opérer tout ou partie du flux relatif aux transactions. Et c'est un point important, aujourd'hui, certaines marketplaces d'ailleurs n'ont pas fait probablement ce travail avancé. C'est une plateforme de mise en relation contractuelle, ce qui veut dire que entre l'acheteur et le vendeur, la plateforme vise à contractualiser la relation, c'est-à-dire le cas échéant des devis, mais surtout des bons de commande, des factures, et opère le cas échéant naturellement des litiges ou des problématiques dans le cadre de cette relation contractuelle. Donc qui dit marketplace dit obligatoirement place de marché, plateforme digitale et plateforme de mise en relation contractuelle, et donc dit contrat. C'est pour ça qu'on peut imaginer aujourd'hui une marketplace destinée aux acheteurs publics, sous réserve qu'elle réponde à un certain nombre d'enjeux, puisqu'elle est en mesure de définir, préciser et tracer une relation contractuelle conforme, le cas échéant, ici, oui, au droit de la commande publique. Et le dernier point que Jean nous précisera tout à l'heure lors de son intervention, Jean Delagrave, c'est que la gestion du paiement sur une marketplace se fait obligatoirement via un prestataire de services de paiement, ce qu'on appelle un PSP, donc à l'image de Vinted, Airbnb, Blablacar, et donc nos invités de Panachat nous expliqueront tout à l'heure de quoi il ressort. Et donc les entreprises nous disent à juste titre aujourd'hui, oui, c'est vrai que nous voulons nous développer grâce à la commande publique. C'est vrai que nous voulons en savoir plus sur les marketplaces et sur la marketplace que vous recevez aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'entreprise, nous avons quatre exigences auxquelles doivent répondre les marketplaces. Le premier, c'est que si demain je suis vendeur sur une marketplace destinée aux acheteurs publics, je veux être sûr d'être conforme à la réglementation. Le deuxième point, c'est que je veux être visible sur cette marketplace, je veux être facilement accessible, mais je veux aussi que mes valeurs de qualité, de déontologie, d'éthique environnementale ou sociale soient portées et véhiculées par la marketplace. Je ne veux pas être banalisé ou je ne veux pas que mon produit soit banalisé. Je ne veux pas non plus, sur une marketplace, être mis en concurrence avec des acteurs discutables. Et là, j'évoque des potentiels marketplaces qui ne feraient pas d'évaluation préalable et continue des vendeurs et qui viendraient mettre en concurrence sur la marketplace des produits qui sont fortement éloignés sur des enjeux économiques, techniques, mais aussi environnementaux et social. Et donc, moi, je préfère ne pas être sur la marketplace au risque d'être comparé à des solutions qui seraient fortement éloignées de la réglementation, par exemple, d'une norme ou de la conformité à une norme. Donc, je veux être sûr d'être traité
de manière équitable au sein de la marketplace. Et puis, dernier point, je suis une TPE-PME, eh bien, je veux qu'en passant par les marketplaces, et notamment une marketplace en matière d'achat public, je veux naturellement que ma trésorerie soit préservée. Nous y reviendrons. Et donc, pour répondre à ces différentes questions, j'ai proposé à Jean Delagrave, président et fondateur de Panacha, et Élodie Husson, fondatrice et directrice juridique, de participer à cet événement et de répondre à mes questions. Alors pourquoi Panacha? Parce que c'est aujourd'hui la seule marketplace que j'ai identifiée en tant qu'expert achat comme conçue, pensée pour les acheteurs publics. Et ça, c'est un élément important. Beaucoup de marketplaces tentent de se positionner sur le secteur public pour des raisons diverses et variées, mais celle-ci est la seule qui finalement a fait le choix de se spécialiser et d'être conçue pour. Et donc, vous voyez un certain nombre d'éléments de conformité au droit, nous y reviendrons, de visibilité ou encore de lien avec Chorus Pro. Et donc, merci à Jean encore et merci à Élodie d'avoir accepté de répondre à ma question. Et la première question que je vais poser à Élodie Husson, en tant que directrice juridique, Élodie, c'est que la marketplace aujourd'hui, votre marketplace, est-elle un levier juridiquement viable? Eh bien, merci Sébastien pour la question. Alors, pour cerner d'une part toute la sécurisation juridique que nous avons fait sur Panacha, il faut au préalable bien comprendre l'enjeu du e-commerce pour un acheteur public. Lorsqu'un acheteur public fait un achat sur une marketplace, il passe un marché public et ce, dès le premier euro. Donc, commander sur une marketplace, c'est passer à un marché public. Et par conséquent, nous, en tant qu'opérateur de marketplace, en tant qu'intermédiateur, nous devons garantir à l'acheteur que lorsqu'il passe un marché avec l'un de nos vendeurs, ce vendeur a la capacité pour passer un marché public. Et donc, pour attester de la capacité du vendeur, nous avons mis en place un haut niveau de sécurisation juridique à travers 3 niveaux de contrôle du profil du vendeur. Premier niveau de contrôle porte sur le contrôle juridique de l'entreprise. Pour réussir ce contrôle, nous travaillons avec un prestataire qui est e-attestation. Ce prestataire va venir contrôler tous les motifs d'exclusion de la commande publique, c'est-à-dire les motifs d'exclusion de plein droit, en venant exiger le dépôt de tous les documents qu'on exige dans le cadre d'une procédure formalisée, mais également, e-attestation vient contrôler le fait qu'une entreprise n'entre dans aucun motif d'exclusion laissé à la libre appréciation de l'acheteur. Et pour ce faire, nous avons conçu une attestation sur l'honneur que l'on a remis à e-attestation. E-attestation vient contrôler le respect de cette attestation sur l'honneur. Une fois qu'on a contrôlé les motifs d'exclusion de la commande publique, on fait un second niveau de contrôle qui est un contrôle financier. Pour opérer ce contrôle, nous travaillons avec Lemonway, qui est notre prestataire de services de paiement, et qui va se charger de contrôler que le dirigeant de l'entreprise, donc cette fois-ci la personne physique, ainsi que les bénéficiaires effectifs, n'entrent dans aucun processus de blanchiment d'argent et de lutte et de financement du terrorisme. Pour faire ce contrôle, c'est très concret. Ils travaillent avec des API sur la liste de sanctions des Nations Unies, telle que la liste de gel des avoirs, et ils ont également toute une procédure interne de contrôle. Et une fois qu'on a mené ces 2 niveaux de contrôle, on fait un dernier contrôle qui est le contrôle éthique. En tant qu'intermédiaire et intervenant dans l'achat public, nous avons décidé d'être porteurs des valeurs éthiques. Nous ne tolérons aucune tolérance vis-à-vis de la corruption. Pour ce faire, nous avons fait une cartographie des risques et cette cartographie a abouti à un code de bonne conduite qui s'impose aux vendeurs et à l'acheteur au moment de leur inscription sur Panacha. Et pour aller plus loin dans l'évaluation préalable des vendeurs, nous travaillons avec e-attestation pour contrôler le niveau de maturité de l'entreprise vis-à-vis de la RSE et leur niveau de maturité au regard des risques liés à la cybersécurité. Et ainsi, à travers tous ces niveaux de contrôle, nous apportons aux acheteurs le même niveau de sécurité qu'une procédure formalisée ou qu'une centrale d'achat.
Merci Sébastien pour cette question. Merci, Élodie. Et c'est important lorsque vous dites le même niveau de sécurité qu'une centrale d'achat ou qu'une procédure formalisée, c'est-à-dire qu'on voit arriver sur le marché un outil ou des outils qui permettent aux acheteurs sous le seuil des 40 000 euros, j'allais dire, d'atteindre les mêmes niveaux de performance, et pas que économique, les mêmes niveaux de performance dans le cadre de leurs achats, et ça, c'est très très important. Alors, le levier juridique ayant été éclairé par Élodie Husson, la deuxième question que se posent naturellement les entreprises, c'est en quoi la marketplace peut représenter pour nous, pour moi, chef d'entreprise, un levier de développement, visibilité et réputation. Et cette question, je la pose à Jean Delagrave, qui va nous éclairer sur finalement le business, Jean, le rôle de la marketplace dans la visibilité, le développement de l'activité économique de l'entreprise via la commande publique. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, effectivement, les 4 atouts principaux de l'inscription sur une marketplace sont affichés sur cette slide. Effectivement, d'abord, pour accéder au marché, il suffit de s'inscrire. C'est-à-dire que le parcours que Élodie vous a décrit se traite en quelques étapes. Je crois que le vendeur qui s'est inscrit le plus vite sur la plateforme a mis 48 heures. Ça reste quelque chose qui n'est pas incontournable, mais qui est un parcours qu'on va dire qui ne permet pas d'approximation. Et ça permet en fait de faire une promesse à l'acheteur qui va venir sur la plateforme, qui va avoir en face de lui des produits qui sont portés par une entreprise qui est éligible à la commande publique. Et ça permet en fait directement à l'acheteur d'être, dans ce cas-là, de s'occuper du principal, c'est-à-dire de voir le produit, sa description, etc. Et de pouvoir être certain que il va conclure un contrat avec avec un vendeur qui est, on va dire, éligible à la commande publique. Et puis en même temps qu'il se sera inscrit, il bénéficiera de fonctionnalités. Nous sommes mandataires de paiement et nous réalisons en fait toute la partie depuis la création d'un panier jusqu'au paiement et jusqu'au décaissement des montants qui auront été encaissés. Il y a des fonctionnalités qui permettent notamment de mettre le dossier de facturation sur Chorus Pro. Ça, c'est pour la partie levier de développement, accès au marché. Ensuite, la visibilité d'une marketplace, en effet, c'est une visibilité qui est importante puisque les utilisateurs de la plateforme additionnent leur notoriété. C'est déjà une première raison pour laquelle une marketplace est visible. Et puis, elle devient d'autant plus visible que notre métier, c'est celui de se rendre visible et donc d'assurer une politique de référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, qui soit le plus efficace possible. Et on agrémente évidemment cette politique de SEO par une politique SIA qui est en fait l'achat de mots-clés et qui permet une visibilité optimale. Vous pensez bien que notre plateforme, depuis qu'elle a été mise en ligne, est effectivement, c'est l'objet le plus important de notre préoccupation, c'est de faire en sorte d'émerger et d'être visible. Et donc, c'est c'est vraiment l'occasion d'un accès au marché et de créer pour un vendeur qui s'installe un canal additionnel qui permet d'améliorer le business. Hein. J'ai vu les mots qui ont été indiqués sur le slide de créativité que vous nous avez proposé. Effectivement, le mot business est apparu et je crois que là, on le démontre. Et sur la partie réputationnelle, je crois que l'objectif que nous avons, Élodie et moi, c'est de faire en sorte que
quelqu'un qui est inscrit sur la plateforme bénéficie d'une image instantanément qui veut dire qu'il a rempli toutes les obligations qu'on lui demande au moment de son inscription et il est on va dire conforme et éligible encore une fois à cette commande publique. Voilà, merci en tout cas, j'ai répondu Merci, aux 4. merci Jean pour pour cette réponse. Alors je vais peut-être compléter un petit peu cette intervention par mon expérience d'acheteur public et d'expert en achat. Et la grande différence aujourd'hui que je peux voir moi sur ce type de marketplace et sur ce que vous faites, c'est naturellement le côté important de l'égalité de traitement, de l'égalité des vendeurs et que finalement votre choix de mettre en avant toutes les offres de la même manière avec le même niveau d'égalité, c'est-à-dire que les vendeurs n'achètent pas d'espace publicitaire ou n'achètent pas de choses comme ça, bien vient finalement aussi s'inscrire dans les 3 grands principes de la commande publique qui sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement, mais aussi la transparence entre guillemets des procédures, puisque vous tracez l'ensemble des échanges et finalement on rebondit sur la première question qui était juridique, sur le fait que la marketplace qui aujourd'hui se revendique marketplace achat public doit naturellement s'inscrire en conformité des 3 grands principes de la commande publique. Alors, mon cher Jean, les entreprises qui nous écoutent, nombreuses, je pense, sont de plus en plus convaincues, en tout cas nous l'espérons, sur l'intérêt des marketplaces. Mais la question qui revient souvent et qu'elles m'ont posée quand j'ai préparé cet événement et ces rendez-vous experts, les entreprises m'ont dit tout ça est très bien, mais aujourd'hui, un des soucis que nous avons encore avec la commande publique, c'est naturellement non pas l'assurance du paiement, parce que les acheteurs publics règlent tôt ou tard leurs commandes, mais bien un moment de trouver, pourquoi pas au travers d'une marketplace, ou comme elles ont pu le trouver au travers de centrales d'achat grossistes, eh bien un certain nombre d'outils qui leur permettent en tout cas de garantir, de sécuriser ou de tranquilliser leurs banquiers et de garantir quelque peu leur trésorerie. Est-ce que Jean, vous pouvez nous éclairer sur comment Panachat, comment cette marketplace aujourd'hui tient compte de cette exigence des vendeurs? Oui, vous avez entendu tout à l'heure que lorsque Élodie vous a présenté l'aspect juridique et l'approche de la marketplace Panachat, l'obligation pour une telle marketplace de réaliser un partenariat, un contrat avec un prestataire de services de paiement qui va totalement sécuriser en fait tous les flux financiers qui sont en parallèle des flux physiques déclenchés par les commandes sur Panachat. Et en fait, ce prestataire de paiement, il va sécuriser les flux, et je pense que c'est très important parce qu'effectivement, il faut être payé après avoir livré. Et en fait, le seul organe qui maîtrise les flux d'encaissement et de décaissement, c'est ce prestataire de paiement. Donc, premier point, une sécurité accrue en fait du paiement, dans la mesure où effectivement, c'est pas l'opérateur que nous sommes qui maîtrise les flux financiers. Deuxième chose, c'est lui qui va recevoir les paiements, c'est lui qui va cantonner les montants et qui va pouvoir gérer d'éventuelles problématiques de litige et il va faire en sorte que les fonds soient cantonnés jusqu'à règlement du problème s'il y en a un et en tout cas que l'ensemble des feux soient ouverts pour pouvoir réaliser le paiement. Et puis la troisième grande intérêt en fait de l'utilisation de cette solution de PSP pour de prestataire de paiement pour une marketplace, c'est aussi la possibilité, en ce qui concerne Panachat, d'affacturer en fait les sommes qui sont
concernés par les montants, et donc de pouvoir gagner 30 jours de trésorerie, puisque toutes les factures qui seront installées sur Chorus Pro pourront être proposées avec une solution d'affacturage, ce qu'on appelle le DAI, pour gagner ces 30 jours de trésorerie. Voilà. Merci, merci Jean. Donc on reviendra tout à l'heure naturellement sur ce point. Voilà, donc vous avez aussi, j'ai quelques commentaires d'ailleurs qui sont également transmis. Nous en prendrons connaissance sur LinkedIn en direct, notamment des commentaires des gens qui viennent interpeller, peut-être aussi faire très attention au choix du PSP ou au fait que parfois certains PSP n'acceptent pas d'opérer certaines catégories de produits. Donc voilà, bon, donc là on a une remarque, je pense, qui concerne plus le marché du B2C que le marché du B2B, mais naturellement nous y reviendrons dans un instant. Donc merci Jean, merci Elodie. Donc vous avez répondu finalement à trois questions importantes. La sécurité juridique, la visibilité et l'accélération du business pour les entreprises, mais aussi de la simplification pour les acheteurs publics et de la performance. Et troisièmement, en tout cas, une forme de garantie de la trésorerie des entreprises. Alors, avant de passer aux questions, et on va vous laisser la parole dans quelques instants, tout cela, finalement, Jean, Elodie, vous a permis en très peu de temps de croître, de vous développer, de devenir un acteur naturellement pas significatif, puisque la commande publique représente des milliards ou centaines de milliards d'euros, mais finalement, avec la création de Panachat en 2022, le déploiement de votre plateforme en juin 2023, vous avez déjà aujourd'hui une activité soutenue, en tout cas, avec près de 30 entreprises, 30 vendeurs actifs et près de 60 collectivités publiques qui utilisent aujourd'hui Panachat pour leurs achats sous le seuil des 40 000 euros. Vous avez près de 50 entreprises, 50 vendeurs. Alors, essentiellement, on le sait, dans le domaine de la fourniture ou de la fourniture courante, fourniture moyens généraux. Nos auditeurs pourront se rendre sur votre site pour découvrir un peu votre catalogue et vos 10 000 produits disponibles. Donc, on va y retrouver du mobilier, des équipements de bureaux, quelques intérêts croissants, nous en parlions en préambule, sur des équipements de santé, notamment des équipements de santé à destination des collectivités locales, collectivités territoriales qui ont été marquées par la crise sanitaire. Donc, je pense aux défibrillateurs, je pense à des EPI ou des choses comme ça. C'est sûrement des idées de développement pour Panachat. Et aujourd'hui, 12 catégories de fournitures qui sont aujourd'hui traitées. Une montée en puissance de votre marketplace avec près de 300 visites par semaine, qui peut être considérée par les entreprises qui nous écoutent comme, en tout cas, un élément intéressant de visibilité. Et puis une montée en puissance du référencement qui augmente le nombre de clients, du référencement naturel et du référencement de la plateforme. Avec, c'est vrai, on le sait en France, 135 000 acheteurs publics qui probablement peuvent voir dans votre solution ou dans les marketplaces un moyen d'accélérer leurs achats et de les simplifier, mais aussi de les tracer et de les sécuriser sous les 40 000 euros. Moi, je connais bien les marchés publics. Je vois aujourd'hui une très grande implication des acheteurs publics sur des considérations environnementales et sociales, notamment dans les procédures formalisées ou dans les MAPA, dans une moindre mesure. Mais le grand risque de la multiplication des achats sous le seuil des 40 000 euros pour la commande publique, eh bien, c'est d'avoir un éloignement des politiques publiques, que ce soit notamment en matière environnementale et sociale. Et je pense que, et ça c'est un conseil d'expert pour vous, je pense que le rôle aussi de Panachat, c'est d'aider les acheteurs publics sous ce seuil des 40 000 euros à avoir une parfaite visibilité et traçabilité d'un point de vue environnemental, social, voire made in France. À l'heure où le salon MIF Expo, j'allais dire, se met en place, je pense que vous auriez tout intérêt à aider les acheteurs
au-delà de la qualité de vos vendeurs et de la déontologie éthique de vos vendeurs, eh bien d'avoir une capacité, peut-être pourriez-vous nous en dire un mot sur vos projets, une capacité à taguer, en tout cas, des éléments d'information à caractère environnemental, social ou lieu de production pour éclairer davantage les acheteurs. Est-ce que Jean, Élodie, sur ces tendances, vous vouliez peut-être nous dire un petit mot? Oui, alors là-dessus, on n'a pas de politique leader ou de proposition particulière. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de se mettre à disposition en fait des initiatives qui remportent un peu nos valeurs. C'est vrai qu'on a avec le label Origine France Garantie l'intention de pouvoir le mettre en avant sur notre plateforme. On essaye aussi du point de vue des politiques publiques. On a parlé de la végétalisation des écoles. Enfin, on essaye de coller un peu aux préoccupations et aux besoins en fait des acheteurs, effectivement. Alors, Voilà. est-ce qu'on le fait bien? Aujourd'hui, on est plutôt en développement. On essaye d'être on reste humble quand même par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que dès qu'on peut promouvoir une initiative qui nous semble pouvoir apporter quelque chose à la commande publique et d'ailleurs Mm, aussi à l'ensemble des acheteurs en B2B, mm. à ce moment-là, on est effectivement on essaye d'apporter ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire un peu de visibilité, voilà, humblement. Voilà. Et puis, ce que Non, disait non, Jean mais tout vous à l'heure, le... pardon, Sébastien. Quant aux fiches produits qui pouvaient se personnaliser à l'infini, dès l'instant où une entreprise va sélectionner une propriété avec un label, par exemple label Made in France, avec l'origine du produit France, toutes ces propriétés vont se transformer en filtres sur notre plateforme. Et ainsi, l'acheteur, lorsqu'il va venir sourcer son produit, pourra utiliser les filtres Mm, environnement, origine, et voire même des filtres éthiques, parce que nous avons mm. des entreprises qui travaillent également sur les côtés RSE, comme faire travailler des travailleurs handicapés. Et tout ça, ça va se transformer en filtre. Bah, ce sont merci pour, en tout cas pour cette réponse et ces développements parce que naturellement, je pense qu'il n'y a pas de place pour une marketplace dans la commande publique si elle n'est pas naturellement en portage des politiques publiques qui, de toute façon, vont croître dans un contexte où les questions de souveraineté, sans parler de protectionnisme, sont en train de se poser ou de se reposer. Et c'est vrai que votre capacité à éclairer de manière fiable, vous parliez beaucoup d'attestation d'ailleurs sur l'évaluation préalable et continue des tiers, et on peut saluer cette solution ici, bien évidemment, fera le succès des marketplaces et probablement de celle-ci. Alors, on est arrivé au bout de cette présentation, donc on va maintenant arrêter arrêter le partage de cette présentation pour passer au temps de questions et d'échanges importants. Donc, en ouvrant d'ailleurs, si vous le souhaitez, naturellement la place à un certain nombre de questions. Alors là, nous sommes à la fois en direct avec les personnes qui s'étaient inscrites, nombreuses, via notre plateforme, et on les en remercie à cet événement des rendez-vous experts de ST Agency. Mais je vois aussi que justement le live sur LinkedIn a amené un certain nombre déjà de salutations et de commentaires, voire de commentaires très positifs, puisque je vois Panacha, une très belle marketplace qui permettra sûrement à un nombre de collectivités de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Donc voilà, ouvrir quelques questions, et puis si elles ne viennent pas, bah, je me permettrai, Élodie et Jean, puisque c'est toujours très difficile de poser la première question, je me permettrai de vous poser une ou deux questions avant de conclure ce rendez-vous expert de novembre. Donc on va laisser le temps aux questions ou aux remarques sur le cas échéant sur LinkedIn que nous pouvons consulter en direct. Ou, Bien, n'hésitez pas. voilà. Les questions, bah, c'est pas toujours facile, hein, chère Élodie, cher Jean, les Non, questions. on a été tellement clair et on a tellement éclairé l'ensemble du débat qu'il n'y a plus de questions en fait.
Non, ben je vais peut-être vous en poser alors, Jean, Élodie, une ou deux, parce que naturellement, vous voyez une actualité quand même intense, hein, autour de l'achat public et de la commande publique. Et comment aujourd'hui, comment pourriez-vous peut-être contribuer encore davantage au travers de ce type d'outils euh, aux enjeux aux enjeux de contraintes budgétaires. Vous savez qu'on parle beaucoup de contraintes budgétaires en ce moment pour les acheteurs publics même si je pense que le sujet est davantage dans la bonne utilisation des deniers publics que dans le fait d'en ajouter, mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, par exemple, que la marketplace, par son rôle de simplification, finalement, joue un rôle non pas dans le coût du produit obligatoirement, mais peut-être dans le coût du cycle ou dans le coût du processus achat. Peut-être. Oui, moi je crois que le modèle économique marketplace est un modèle économique qui permet on va dire, d'être efficace en tout cas sur le coût global d'acquisition. Il permet effectivement une contractualisation directe complètement, on va dire, cadrée. Et je pense qu'en effet, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure, c'est que il nous semble que c'est un outil efficace qui permet d'avoir un achat bien disant, hein, pour reprendre une formulation juridique de la commande publique, voire voire mieux disant, puisque il permet, alors sous réserve effectivement que les préalables soient acquis, c'est-à-dire que effectivement le processus d'inscription qui est qualifiant, on va dire qui est certifiant pour le vendeur, permet à l'acheteur de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire du produit et de son montant et des conditions particulières avec lesquelles il veut éventuellement pouvoir gérer son marché. Donc, Je on me. répond, je crois, Hmm. à ces différents fondements, en fait, de la biendisance d'une commande. Voilà. Et je pense Ça- aussi que notre modèle permet de ne pas seulement faire un achat sur un e-commerce uniquement basé sur le prix, mais également aujourd'hui sur le coût global, qui est l'enjeu aujourd'hui de l'achat. C'est pas seulement se concentrer sur le prix, mais de voir également en quoi je suis un achat responsable, un achat vert. Et c'est l'avantage de Panacha, c'est si on passe chez nous, on sait qu'on fait un achat responsable. Il y a une réelle volonté de s'engager, comme je l'ai dit, dans une politique tolérance zéro contre la corruption. Et aujourd'hui, ça devient un argument même politique de passer chez nous. Voilà. C'est un point important. Merci Jean, merci Elodie, parce que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on a tendance à être très focus prix dans un contexte budgétaire contraint. On le voit, le débat qui est en train de monter dans les médias sur la comparaison du prix d'une ampoule, j'allais dire, ou d'une chaise, et finalement probablement appelle un certain nombre peut-être de remarques et peut-être même un peu d'humilité dans la comparaison, parce que si on ne s'attache qu'à comparer 14 euros à 18 euros au produit unitaire, eh bien on oublie le coût complet du cycle d'achat, qui peut comprendre d'ailleurs la phase de recherche, qui peut comprendre la phase de devis, qui peut comprendre la phase de passation de la commande, qui peut comprendre naturellement le sujet de la facturation simplifiée du paiement. Et aujourd'hui, j'attire toujours l'attention, y compris des médias d'ailleurs, en ce moment, sur le fait que la comparaison d'un prix ne vaut pas comparaison d'un coût. Et c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question, parce que l'enjeu de la commande publique, c'est pas de diminuer les prix, c'est d'optimiser les coûts. Et dans les coûts, le coût de l'achat, le coût du processus achat, le coût de l'appel d'offres, le coût du marché formalisé, le coût même des droits de vie ou des marchés de gré à gré doit rentrer naturellement en jeu, qui plus est lorsque le montant d'achat est très faible, parce que dans ces cas-là, le coût du processus devient très important. Alors, on a une question, et je remercie Jean-Marc
de nous l'avoir posé. Alexandra également. On va les prendre puisque ça y est, les questions arrivent. Merci Jean-Marc. Jean-Marc nous pose cette question. Donc Jean-Marc, donc rédacteur en chef d'achatpublic.info. Merci de suivre cet événement. Un des enjeux de la commande publique aujourd'hui, c'est la remontée des données des achats. On le sait avec la mise en place de l'open data, même si l'open data est obligatoire. Je dis toujours sans contrainte, ni sans obligation, ni sans sanction. Hein. Donc, vous voyez où je veux en venir quand je dis ça. L'open data ou la remontée des informations est très importante et obligatoire au-dessus des seuils, mais elle est essentielle pour les acheteurs, y compris à partir d'1 €. Est-ce qu'aujourd'hui, Panachat, vous répondez, vous ne venez est-ce que vous contrariez ce souci ou est-ce que finalement vous apportez de la valeur en fournissant à vos acheteurs, à vos collectivités, un reporting achat qui leur permet de piloter leur fonction achat? Est-ce que je réponds? Il me semble que oui, on répond à cette problématique puisqu'on est totalement auditable. L'ensemble des transactions qui sont réalisées sur la plateforme sont auditables par les utilisateurs et notamment par l'utilisateur acheteur. Maintenant, on va pas régler la problématique de toutes les remontées qu'il doit faire, puisque on ne pourra parler des achats qui ont été réalisés sur la plateforme. Je sais pas, c'est tellement, enfin, je dis quelque chose d'évident, mais Non, mais dès lors que Jean, effectivement, vous tracez, vous en avez tout cas, on l'ensemble des données. pourra proposer l'information. Elle est auditable à tout moment et pour toujours. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est jamais remise en cause et si on a besoin de connaître les statistiques achats d'une collectivité ou d'un acheteur sur une année qui est N-2, à partir du moment où elle a existé, elle existera dans notre data. Voilà. Et pour en profiter pour rebondir sur la data, puisqu'aujourd'hui l'enjeu c'est le cloud souverain, nous sommes, ce que vous avez vu lorsque Sébastien nous a présenté, nous sommes une marketplace française, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que toutes nos données aujourd'hui sont hébergées sur OVH, donc pas sur un serveur américain, nous ne sommes donc pas soumis aux lois extraterritoriales américaines. Voilà. C'est important, Elodie, ce point, parce que je l'évoquerai notamment dans mon intervention la semaine prochaine dans le cadre d'Achat Public Invite, c'est que se pose de plus en plus la question des capitaux des entreprises, mais aussi des marketplaces. Et donc, vous êtes aujourd'hui une marketplace à capitaux 100% français, ce qui naturellement vous rend étanche aux lois extraterritoriales chinoises ou américaines, qui fait que l'ensemble des données qui transitent par votre marketplace aujourd'hui ne sont pas accessibles. Et c'est un élément clé pour les acheteurs publics, ne sont pas accessibles à d'autres États. Alors, une question importante d'Alexandra, que je vais poser mot à mot. Bonjour et merci pour cette présentation. Merci Alexandra. Comment assurez-vous le respect de la commande publique en matière de mise en concurrence et d'éventuels engagements déjà pris par l'établissement public pour un même besoin au sein d'un autre marché en vigueur? Ça, c'est une question en effet importante. Je pense qu'Elodie, vous l'avez bien compris. L'établissement public a déjà un marché, un appel d'offres, un marché à bon de commande avec un titulaire, et donc viendrait en parallèle opérer, le cas échéant sous le seuil, un achat chez Panachat. Quelle est votre réponse à cette question, même si moi j'en ai une que je pense aussi. Vas-y. Encore une fois, je vais prendre la main pour la première partie de la réponse. Donc, d'une part, sur comment on assure la mise en concurrence. En fait, nous sommes un outil de sourcing. Donc, nous avons une barre de recherche et sur laquelle vous pouvez immédiatement mettre en concurrence n'importe quel vendeur qui vend un produit identique. Vous avez les filtres et c'est vous-même qui faites votre mise en concurrence, sachant que la mise en concurrence est possible puisque de notre côté, nous avons qualifié le vendeur comme ayant un profil commande publique. Ça, c'est la première partie de la réponse. Et puis ensuite, comment on s'assure qu'un acheteur ne viole pas ses engagements contractuels déjà passés? Eh bien, tout simplement, nous n'avons pas la capacité d'aller vérifier en API dans votre base interne que vous avez déjà passé un marché public. Donc, c'est vraiment de la responsabilité de l'acheteur, s'il estime qu'il respecte les règles de la commande publique, de pouvoir contracter en dehors de son marché public, de venir sur Panachat. Voilà, là, c'est sa responsabilité pure. C'est important, Elodie, cette réponse, parce que je le rappelle toujours, le respect du droit de la commande publique relève de l'acheteur,
du donneur d'ordre public. J'allais dire, au même titre que ce donneur d'ordre pourrait très bien avoir un marché public et passer par une centrale d'achat en parallèle pour le même besoin. La centrale d'achat n'a aucun moyen de s'assurer que cette commande finalement vient contredire un marché. Bien évidemment que c'est aux acheteurs de ne pas procéder à ce qu'on appelle de la multi-attribution, au même titre qu'un acheteur, lorsqu'il passe par une marketplace ou lorsqu'il passe un marché de gré à gré sous le seuil des 40 000 euros, prend lui-même la responsabilité, dans le cadre de la nomenclature qu'il a mise en place, de pouvoir démontrer que cet achat s'inscrit bien dans une catégorie homogène de fourniture et qu'il ne dépasse pas le seuil, chaque acheteur ayant parfois une appréciation de la nomenclature ou du calcul de la nomenclature qui lui est propre. Là, on est sur un outil qui est conforme à la commande publique d'un point de vue flux, d'un point de vue évaluation des fournisseurs, d'un point de vue Chorus Pro, mais naturellement qui ne peut pas, comme aucun outil d'ailleurs, et le seul outil qui peut le faire, c'est le SI achat. C'est le SI achat du donneur d'ordre public qui devrait, au regard de la nomenclature, j'allais dire, interpeller l'acheteur, soit sur un dépassement de seuil, soit sur le fait qu'il existe déjà un contrat actif dans le système d'information sur la même catégorie de fourniture. Et là, ça pose la question pour les acheteurs de se doter aujourd'hui de systèmes d'information avancé. Mais merci Alexandra et merci Elodie en tout cas pour cette réponse. Jean-Marc qui nous pose une nouvelle question. Un acheteur public qui utilise une marketplace donc sous les seuils de 40 000 euros, voilà, Jean-Marc me rejoint, ne peut-il pas être tenté de saucissonner pour acheter en réalité au-dessus de ce seuil? Avez-vous mis en place des alertes par famille d'achat? En effet, il a sa réponse, donc. Voilà. Voilà, voilà, Jean-Marc a sa Mais en réponse. fait, en effet, la machine, sur des commandes de plus de 20 000 euros, retient l'information. D'accord. Si vous voulez, sur Mais votre, ça suffit pas du tout pour régler le problème. Mais c'est quand même une indication. Voilà. et sur votre compte acheteur, vous avez un tableau de bord qui fonctionne par famille d'achat, mais également par service. Ce que nous permettons à à plusieurs acheteurs au sein d'un même service de venir acheter et d'avoir une vision globale de l'achat par service ou par famille. Donc, nous vous offrons l'outil. De nouveau, c'est après à votre responsabilité aussi de vérifier qu'il n'y a pas eu de saucissonnage. Et pour qu'on puisse assurer une véritable computation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on aurait besoin de connaître 100% des achats de la collectivité, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc on peut juste fournir les éléments de la computation de la personne de l'acheteur qui doit la gérer de son côté. Tout à fait. Merci. Merci Elodie, merci Jean, merci à vous toutes et tous qui avez suivi avec en tout cas intérêt ce webinaire les rendez-vous experts de ST Agency qui touche à sa fin. Vous remercier à la fois tout d'abord Elodie, Jean, pour votre participation active à cet événement. Merci à celles et ceux qui se sont connectés, qui s'étaient inscrits pour suivre cet événement. Alors j'informe l'ensemble des auditeurs, y compris en live nombreux, que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement, a fait l'objet d'un enregistrement et d'un replay, que toutes celles et tous ceux qui étaient inscrits, mais nous prendrons bien sûr une dernière question qui arrive à l'instant, mais que toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits pour ce webinaire recevront automatiquement le replay de ce webinaire et que nous mettrons à disposition sur les différents réseaux sociaux de ST Agency et de Panacha cet enregistrement, j'allais dire aujourd'hui ou demain au plus tard. Et Sébastien, est-ce qu'on peut répondre à Nathalie? Oui, bien sûr. J'allais conclure avec Nathalie. Parce que j'ai cru que vous alliez fermer la liaison. Non, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions sont intéressantes et importantes. Et donc, nous allons finir avec Nathalie. Parce que c'est une question de Nathalie qui est intéressante parce qu'on n'a pas abordé ce sujet. Mais c'est vrai que lorsqu'on a envisagé de
Bon, vous me laissez 2 minutes, Sébastien? Oui, oui, mais il faut surtout poser la question pour que l'ensemble de nos auditeurs, auditrices Ah, l'entendent. Et pardon. donc, Donc Nathalie, Nathalie pose la question suivante. Votre site, Panacha, permet-il à l'acheteur public d'avoir un profil administrateur avec plusieurs profils acheteurs rattachés? Question autour de la gouvernance et de l'utilisation de votre plateforme. voilà. Et c'est une question très intéressante parce qu'on n'a pas abordé ce sujet. Il est possible pour un acheteur spontané qui a trouvé que la plateforme était utile et qu'elle apportait effectivement un bon moyen de sourcing à des bons niveaux de performance produits et fournisseurs. Et donc, il est possible pour un tel acheteur de décider de transformer son compte en compte administrateur et de décrire son organisation au travers de sous-comptes qui peuvent être les services, qui peuvent être les établissements, qui peuvent être aussi les responsables qui sont euh, responsables en fait de la validation de demandes d'approvisionnement. Et donc, on peut créer un véritable outil d'approvisionnement et d'achat avec validation et approbation, on va dire, automatique par mail successif. Et donc, c'est vraiment un des sujets intéressants de notre développement, c'est qu'on permet entièrement à un acheteur de s'inscrire et de décrire son organisation entièrement. Et jusqu'à une organisation complexe. Voilà. Avec Ça, des dizaines de sous-comptes c'est et la important. possibilité de valider. Voilà. Bon, je m'arrête là, mais il y a un prolongement éventuel. Voilà. Non, mais nos auditrices et auditeurs pourront naturellement approfondir. Est-il possible du coup de bloquer certaines familles de produits? Ça veut dire du catalogue privatif, Jean-Élodie? Exactement. Et alors, il est possible de créer son catalogue, donc dans son espace, avec ses conditions particulières, au travers de négociations réalisées avec les vendeurs en one-to-one, en direct. Si jamais la négociation aboutit à des conditions particulières, ce qui n'est pas forcé, eh bien, elles sont l'objet de la création d'un catalogue spécifique pour l'acheteur qui va pouvoir le faire bénéficier à tout ou partie de ses sous-comptes. Voilà. Merci, merci Jean, merci Elodie, merci Nathalie. Et c'est peut-être sur ce dernier mot, sur le fait que finalement votre capacité à porter l'organisation et notamment la complexité d'une organisation publique fait aujourd'hui de Panacha, aussi pour toutes les autres raisons qu'on a vues aujourd'hui, une marketplace conçue pour les acheteurs publics. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation à ces rendez-vous experts. Donc, les prochains rendez-vous experts se dérouleront probablement fin d'année ou début d'année prochaine sur le thème assez intéressant puisque c'est un thème d'actualité, puisque j'inviterai autour d'une grande table ronde un certain nombre d'experts du droit et de l'achat de la commande publique autour de l'impact ou des impacts et des enjeux de l'élection américaine sur la commande publique européenne et française. Et là, je suis sûr que vous serez nombreux et nombreux à nous suivre sur ce sujet majeur. Merci beaucoup. Merci Elodie. Merci Jean. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis Merci à très bientôt. Sébastien. Merci Merci Sébastien, merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.